Je trouve pitoyable ce condensé de ce que ma génération de médecins a combattu toute sa vie. Moi, je l'ai connu plutôt avec l'allure jeune cadre dynamique. Il a eu un gouvernement très néolibéral de l'université. Il y a des gens qui font semblant de faire partie de la solution alors qu'ils sont le problème. Didier Raoult est l'un d'eux. Bonjour les amis, bienvenue dans ce Philozoom consacré au professeur Didier Raoult. Personnellement, je n'ai pas trop d'opinion sur lui, mais je suis très sensible à la captation qu'il a eue de toute une partie de la population totalement vouée à sa cause. Certains parlent d'une seconde vague. Alors, c'est une espèce de fantaisie, ça. C'est pas possible que ça passe par voie respiratoire. Ça passe par les mains. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. Il y a 3 Chinois qui meurent, et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. Tout ça est fou. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune lucidité. Donc, paradoxalement, la chose la plus intelligente qui a été dite, c'est par Trump, qui a dit, écoutez, au printemps, ça va disparaître, parce que c'est vrai que la plupart des infections virales saisonnières s'arrêtent au printemps. Avec 500 mg de chloroquine par jour, pendant 10 jours, il y a une amélioration spectaculaire et c'est recommandé pour tous les cas cliniquement positifs d'infection à coronavirus chinois. Donc c'est un excellent nouvelle, c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout. J'ai interrogé Roland Gori, du côté de Marseille, essayiste et psychanalyste. Il a croisé le chemin de Didier Raoult. Il a un petit éclairage à nous faire sur ce personnage. Cher Roland, tu es écrivain, psychanalyste. On a fait un live ensemble sur l'effondrement. C'était un bon moment. Tu es du côté de Marseille. Quel est ton point de vue sur le docteur Raoult ? Oula. Alors, moi, je crois que Raoult, que j'ai connu mais il y a déjà quelques décennies, parce qu'il était jeune chef de clinique, très désireux d'arriver, et il est arrivé. C'est-à-dire que c'est assez amusant de le voir décrit aujourd'hui comme un gourou avec de longs cheveux, une longue barbe, alors que moi, je l'ai connu plutôt avec l'allure jeune cadre dynamique, voulant arriver à dominer la fac de médecine, la présidence de l'université. Ce qu'il a eu, il a eu un gouvernement très néolibéral de l'université. Donc, je suis tout à fait stupéfait de voir comment les médias ont fabriqué, à l'aide de l'opinion publique, un personnage qui n'est pas du tout celui que j'avais rencontré il y a de cela 35 ans. Je crois qu'il est surtout pro-Raoult. À partir du moment où effectivement, quel que soit le personnage qui l'entoure, il est à même de sculpter une image qui lui est favorable, il sera pro quelque chose. C'est quelqu'un qui s'aime beaucoup lui-même et qui a tendance à se mirer dans l'image qu'on peut lui renvoyer si elle lui est favorable. Alors je pense qu'il a même d'en rajouter parfois pour conserver un peu, je dirais, le devant de la scène. Là, on l'entend un peu moins, sans doute parce qu'il est quand même difficile d'aller contre des faits qui lui donnent tort. Sur Twitter, j'ai découvert que certains médecins en veulent vraiment à Didier Raoult. J'ai pu en contacter un, le docteur Christian Lehmann, et je lui ai posé la simple question, que pense-t-il de Didier Raoult ? Pourquoi tant de colère ? Il nous donne une analyse assez fournie. C'est une nouvelle pièce finalement au dossier. Je vous laisse juge. Bonjour Christian Lehmann, tu es docteur généraliste, médecin. Et tu es écrivain, tu écris la chronique sur le confinement dans Libération depuis mars. Qu'est-ce qui se passe avec le docteur Raoult ? On est en période de pandémie. Il y a des gens qui font semblant de faire partie de la solution alors qu'ils sont le problème. Didier Raoult est l'un d'eux. Dans l'heure qui a suivi la mise en place de sa vidéo coronavirus, fin de partie, etc., j'ai vu cette vidéo, je l'ai regardée une première fois. Et j'ai ressenti un sentiment d'espoir intense en disant « Ah !» Et puis je l'ai re-regardé une deuxième fois et j'ai vu un tas de clignotants orange qui ont commencé à s'allumer, à clignoter. Et je me suis tourné vers Twitter. C'est la possibilité pour des gens qui sont éloignés de se parler entre eux, des médecins, des urgentistes, des réanimateurs, des cardiologues. Et je leur ai dit, écoutez, je vois passer ça, si c'est vrai, c'est fabuleux, mais j'ai quand même un souci, là, c'est qu'il nous parle de la chloroquine.
Et il nous dit que la chloroquine, c'est un médicament qui est très peu cher, ce qui est vrai, qui est utilisé depuis très longtemps pour le paludisme, et qui est sans aucun effet indésirable. Or, mes années de cardiologie sont très loin, mais la chloroquine, c'est un médicament qui a des effets cardiaques lourds, il y a des gens qui se suicident avec, et donc on discute entre nous, et immédiatement, je veux dire, dans les 2 heures qui suivent, on commence, sans avoir aucune idée de qui est Didier Raoult, et sans avoir rien contre lui, et sans représenter l'immense nomenclatura parisienne contre le valeureux barbu marseillais, mais juste des gens qui sont des clampins de base en première ligne, c'est-à-dire qui vont vraiment faire face au virus. On dit, mais non, attendez, il y a un souci avec la chloroquine. Il y a un souci avec la chloroquine parce qu'à la dose à laquelle il le propose, en disant que c'est plié, quoi, il n'y a pas de discussion à avoir, c'est ça et rien d'autre, il va y avoir des incidents peut-être graves. 48 heures après, il explique que l'hydroxychloroquine, c'est formidable et que tous les gens qui disent le contraire sont des abrutis. Et déjà, tour de passe-passe incroyable, on se croirait dans l'élixir du docteur Doxey de Lucky Luke, il est passé de la chloroquine à l'hydroxychloroquine. Sans jamais dire « je me suis trompé » ou « je me suis mal exprimé », etc. Et il espère que ça va passer. Et évidemment, pour la majorité des Français qui ne peuvent pas différencier une molécule de l'autre, ça va passer, mais pour nous, c'est le signe que non seulement ce mec ment, mais que ce mec, et ça c'est tout à fait anti-scientifique, est incapable de reconnaître une erreur. C'est-à-dire qu'il dit, l'hydroxychloroquine n'a pas les effets qu'on a dit, etc., mais de toute façon, je ne répondrai pas aux gens qui disent le contraire de moi parce qu'ils sont très en dessous de moi. Et en fait, il nous a bien entendu, et en 48 heures, il a changé son fusil d'épaule. Donc il a quitté la chloroquine ou nivaquine, qui est un médicament contre le paludisme, qui est ancien, par l'hydroxychloroquine, qui est le plaquenil, qui est un médicament qui est utilisé pour certaines maladies inflammatoires, rhumatismales, qui est moins dangereux sur le plan cardiaque. Mais il a tout bénef. Parce que encore aujourd'hui, 9 mois après, il y a des gens qui disent « Ouais, mais il parle de l'hydroxychloroquine et on dit que c'est dangereux, mais c'est un médicament qui a été donné à des millions de personnes contre le paludisme. » Ben non, vous racontez de la merde, les gars, je suis désolé. Et vous racontez de la merde parce que ce type, qui est censé être Moïse, séparant les murs de la mer Rouge pour vous faire avancer, est en train de vous envoyer dans la vallée de la mort, clairement, il faut être clair. C'est-à-dire qu'il a une responsabilité morale vis-à-vis de tous les gens qui l'ont suivi, et cette responsabilité, il s'en est affranchi dès le début. Donc très rapidement, on a vu que, alors qu'il nous arrive, en tant que médecin, de nous engueuler. Je vais faire une incise, tu as vu la série Urgence avec le docteur Ross, le docteur Carter, etc. Ce qui m'avait extrêmement frappé dans Urgence, et qui m'a rappelé le temps où j'étais à l'hôpital et où je travaillais avec d'autres, parce que quand tu es médecin généraliste, tu es un peu isolé, ce qui m'avait frappé, c'est de voir parfois des engueulades monumentales sur une idée différente, divergente de la prise en charge d'un patient, par des gens qu'on aimait tous, si j'ose dire, dont on comprenait le fonctionnement psychologique, et qui pourtant se heurtaient frontalement parce qu'on parle de la vie et de la mort d'individus, et que c'est très difficile de faire marche arrière. Et donc on pouvait voir, et c'était pas du chiquet comme dans beaucoup de séries où on met des interactions différenciées entre les gens pour que ça bouge un peu. Non, c'était vraiment des façons d'aborder le problème différents. Des médecins, des soignants, des scientifiques peuvent se prendre le chou de manière violente, alors même qu'ils se respectent, parce qu'ils ont une vision différente d'un problème. C'est ça, l'avancée de la science. Regard, qui est très à gauche, a publié une tribune dans laquelle ils se sont complètement plantés et ils ont publié le banc et l'arrière-banc du complotisme. Et ensuite, ils demandent aux gens qui sont, entre guillemets, du côté de la science, ben, vous pourriez pas faire une autre tribune, ça pour... ben non, en fait, parce qu'on a des patients à soigner, nous. Un mensonge a eu le temps de faire le tour de la Terre avant que la vérité ait réussi à mettre ses chaussures. Je veux dire, on n'a pas de temps à perdre à débunker toutes les conneries possibles et imaginables. Or, il y a énormément de gens qui ont fait du mal parce qu'ils étaient mus d'un tel hubris que passer dans la petite lucarne, c'était vraiment le truc dont ils avaient envie. Si tu n'as pas été exposé aux médias auparavant, si tu n'as pas l'habitude de la télévision, de la radio, etc., le fait d'être appelé
5 fois dans la même semaine par France Info, etc., tu papillonnes et tu finis par te perdre là-dedans complètement. Et tu ne te rends pas compte que parce que ce qu'on te propose le plus souvent, c'est un match de catch, tu vas te salir. J'ai ces politiques ou je sais plus qui m'a demandé d'intervenir face à je ne sais quoi, et j'ai dit non. Ils disent, oui, mais si vous ne venez pas, ce sera les autres qui viendront. Bah, tant pis, c'est vous qui les invitez. Le fait que les médias cherchent le buzz et donc l'affrontement fait qu'ensuite les gens sont perdus parce qu'ils disent, mais en fait, on peut plus vous faire confiance, mettez-vous d'accord. Bah non, c'est comme dans Urgence. Ross n'était pas toujours d'accord avec Greene et avec Carter, et ça voulait pas dire que Ross était un con, que Greene était une enflure ou que Carter ne savait rien. C'est qu'ils avaient une vision différente de ce qu'il fallait faire pour le patient. Mais le problème, c'est qu'on est dans une pandémie avec un sous-texte politique. Tu vois très très bien qu'à droite, il y a énormément de gens, voire à l'extrême droite, qui soutiennent Raoult et qui tapent sur le gouvernement, sur Olivier Véran, sur Macron, que je n'apprécie pas particulièrement. Mais pour un agenda politique sous-jacent, la clique Renaud Muselier, etc. à Marseille, c'est quand même assez faramineux. Muselier, qui a un soutien politique très très fort de Raoult à Marseille, est interviewé à la télévision il y a quelque temps. Il dit, mais vous voyez, l'hydroxychloroquine, on peut pas le donner à tout le monde, ça marche pas, etc. Il dit, bah, allez demander aux morts parisiens ce qu'ils en pensent. T'as un mec qui est homme politique et médecin qui considère que faire une blague sur des gens qui sont morts dans les réhab parisiennes, ça va lui faire gagner des points quelque part. Je veux dire, à quel niveau d'abjection ces mecs sont capables de descendre? C'est-à-dire, le nombre de fois où Muselier a mis en place, il y a eu une pétition de médecins, il y a comme quoi on ne devait pas embêter Raoult. Bah si, en fait, le code de déontologie, il est le même pour moi et pour Didier Raoult, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit, par exemple, aucun médecin n'a le droit, ça s'appelle du charlatanisme, c'est l'article 39 du code de déontologie, de promouvoir sans preuve un traitement. D'accord ? Et ce qui est incroyable avec Raoult, c'est que il sait très bien qu'il ment. Quand il passe à l'Assemblée nationale, il sait qu'il peut être poursuivi, que ça peut avoir des conséquences graves pour avoir promu un traitement sur lequel il n'y a pas de preuve de son efficacité. Et donc il dit, ce n'était pas mon rôle de promouvoir ce traitement, et d'ailleurs je ne l'ai jamais fait. C'est hallucinant, je veux dire, c'est pire que 1984 d'Orwell, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines d'interviews en français, en anglais, de prise de position, dans lesquelles il a poussé en avant l'hydroxychloroquine sans aucune preuve sur une étude correctement faite. Et il est capable de le dire parce qu'il sait, excuse-moi, vas-y. Il sait que sa responsabilité pénale sera un jour engagée. Et quand il dit ça, il dit en gros, les kékés qui ont pris et qui ont donné à leurs patients de l'hydroxychloroquine et de la citromycine, c'est sur leur gueule s'il y a un souci. Et je n'ai jamais recommandé ce traitement parce que je n'ai pas le droit de recommander un traitement qui est hors AMM. Je ne peux pas le recommander. Je peux dire ce que je fais, donc, mais je ne peux pas le recommander. Encore une fois, moi je ne prédis pas l'avenir. Si les choses continuent comme ça, on a bien l'impression que ce qui était une des possibilités de cette maladie, c'est-à-dire une maladie saisonnière, est en train de se réaliser et que il est possible que d'ici un mois, il n'y ait plus de cas du tout. Certains parlent d'une seconde vague. Non, mais c'est pas d'où ça sorti, c'est encore une espèce de fantaisie, ça. C'est une fantaisie, l'idée d'une seconde vague. Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction, donc on peut penser ça, on peut penser le contraire. Moi, je veux pas avoir des opinions sur des choses. Vous n'avez pas d'opinion sur l'idée d'une seconde vague? J'ai l'opinion que si vous voulez des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y en a pas, donc je vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là, quoi. Non, les gens font un peu un fantasme sur la grippe espagnole. Cet épisode-là est en train de se résoudre, et qu'il n'y a nulle part de deuxième vague ou d'autres chameaux, c'est la courbe banale. Il y aura quelques cas sporadiques qui apparaîtront ici ou là. Éventuellement, s'il y a quelqu'un qui est super contagieux, il y aura quelques cas autour de lui, mais tout ça ne traduit plus une dynamique épidémique. Voilà. L'épidémie est en train de se terminer. Vous allez comprendre qu'en réalité, c'est pas possible que ça passe par voie respiratoire. Ça passe par les mains. La science, c'est Greene, Carter et Ross qui s'engueulent autour du lit d'un malade.
C'est pas un patron qui descend et qui dit voilà, vous faites ça et qui remonte. C'est-à-dire, combien de gens ont compris, par exemple, que s'il n'y a pas de mortalité à l'IHU de Marseille, c'est parce qu'il n'y a pas de service de réanimation, tout simplement. On met en avant comme exemple d'une honnêteté intellectuelle fabuleuse ce type dont l'Institut reçoit de l'argent de diverses fondations, d'industries pharmaceutiques, etc. Il a derrière lui Douste Blazy, qui se met en avant comme lui aussi une figure christique comme Péronne, alors que je rappelle qu'il a été arrosé pendant toute sa vie par Servier, que quand il était ministre de la Santé, il a parlé du scandale du Vioxx, qui était un médicament qui a été arrêté du jour au lendemain, un anti-inflammatoire qui causait des morts cardiaques. Je faisais partie des médecins proches de la revue Prescrire qui avaient dénoncé ce médicament depuis des années. Quand enfin nous avons eu gain de cause, il est passé à RTL pour expliquer que non, il s'agissait simplement d'un problème boursier, que le médicament était safe, sinon il n'aurait pas été mis en place. Je veux dire, Douste Blazy, en Don Quichotte contre Big Pharma, pour qui a été médecin ces 20 dernières années, c'est à se pisser dessus de rire. Et que, on parle de philosophie, que comme quelqu'un comme Michel Onfray prenne ces deux hommes, Raoult et Douste Blazy, dans sa revue Front Populaire, avec un article hallucinant de Douste Blazy contre Big Pharma, qu'il servit une bonne partie de sa vie, c'est quand même gratiné. C'est dans l'article de Anne Jouan dans Paris Match. Quand les journalistes tentent de joindre Onfray pour leur demander ce qu'ils pensent de Didier Raoult, il n'y a plus personne au téléphone. Il nous l'a survendu comme une figure de la terre qui ne ment pas, l'homme qui est proche du peuple, qui est loin des élites, enfin tout le délire de ce qu'est devenu Onfray. La vieillesse est un naufrage à plusieurs. Je ne sais pas comment il va se démerder de son lien avec Raoult, Douste Blazy, etc. Raoult, dans son bureau, a, comme un kéké moyen, les photos de tous les hommes politiques à qui il a serré la main. Il a très souvent expliqué que Macron est un type très intelligent, avec qui il a des rapports, etc. Je veux dire, c'est pas un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui est intéressé par se foutre sur un piédestal, s'admirer dans la glace, et il suffit à quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui est loin d'être stupide, d'aller le voir, de le gratter dans le sens du poil, etc., pour que des critiques éventuelles qui auraient pu être désagréables et dangereuses de la part de quelqu'un qui s'est mis en position christique, etc., soient tues. Je pense que c'est pas du tout la même chose avec Véran. Véran, j'ai plein de choses à lui reprocher, et j'ai plein de choses à reprocher au macronisme, mais leur rapport à la science n'est pas dévoyé à ce point. Ils peuvent masquer certaines choses, ils peuvent mentir sur certaines choses, la pénurie de masques, etc. Mais il y a encore, peut-être grâce à Véran, un lien avec la réalité, alors que Raoult est dans sa capsule temporelle. Je veux dire, il n'a cessé de se tromper. C'est l'infection respiratoire la plus facile à traiter de l'histoire de l'humanité. Ça fera moins de morts que les accidents de trottinette. Il n'y aura jamais de deuxième vague. Puis, quand la deuxième vague arrive, quand il veut montrer qu'il ne se passe rien, il dit « mais le virus aujourd'hui est moins dangereux ». Puis 15 jours après, il dit, parce qu'effectivement, les réanimations de Marseille commencent à être submergées, c'est un virus qui a muté, il est plus dangereux. Je veux dire, il rebondira de mensonge en mensonge, en perdant petit à petit des soutiens, mais en gardant la frange la plus dure, qui n'acceptera jamais d'avoir été berné à ce point. Raoult me fatigue, absolument. Je trouve pitoyable ce condensé de ce que ma génération de médecins a combattu toute sa vie, c'est-à-dire des mandarins narcissiques, masculinistes, qui avaient la science infuse et qui malmenaient les gens qui travaillaient avec eux. Je veux dire, franchement, il est anti-système comme mon cul. Dès comme lui, il y en avait plein le Conseil de l'Ordre quand j'étais jeune. Et on s'est battu contre eux. Et voir aujourd'hui ce type, parce qu'il a une chevalière, une barbe et des chemises à carreaux,
faire semblant qu'il n'est pas totalement dans le système, c'est un foutage de gueule absolu. Et j'en veux énormément à tous les complotistes, à tous les salopards qui ont raconté de la merde sur les généralistes qui se faisaient de l'argent avec le Covid, sur les réanimateurs pour qui c'était un jackpot et qui tuaient des vieux, sur les urgentistes qui n'en avaient rien à foutre. Ces gens ne savent pas le mal qu'ils ont fait. Et je les conchis, ensemble et individuellement. C'est une honte. Raoult n'a pas fait ça. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai tout vu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui. J'étais le plus jeune président de l'Université de France, le plus jeune président médecin, le plus jeune de tous les professeurs de la classe exceptionnelle, le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé de tout ce pays en médecine. J'ai tout vu dans ma vie. Il a dit qu'il était le seul à avoir raison, ce qui signifiait que tout médecin, réanimateur, hospitalier, qui se retrouvait face à une famille qui disait « Ah mais vous lui mettez l'hydroxychloroquine hein », était immédiatement mis en position de faiblesse ou d'infériorité, de dire « Mais écoutez, il y a pas... enfin, c'est quoi ça ?» De s'impliquer ainsi dans un débat qui n'est même pas un débat. C'est-à-dire, c'est pas un débat, c'est le mec descend en toge avec les tables de la loi et t'as plus qu'à fermer ta gueule parce qu'il est l'élite. C'est-à-dire, à part l'élite de la contradiction constante, je sais pas de quoi il est l'élite, Didier Raoult. Peut-être de lui-même. De lui-même, certainement, mais surtout en expliquant qu'il n'a aucun hubris et que ça l'intéresse pas du tout parce qu'il est au-dessus de ça. Ça devient quoi? Une icône du 21e siècle? Raoult. Dans les oubliettes de l'histoire? Non, les oubliettes de l'histoire, ça c'est terminé. Raoult, c'est à la fois quelqu'un qui restera le leader de sa secte, comme tous les leaders de secte qui perdent jamais un certain pôle, un certain noyau dur, et il y aura des livres et des colloques sur ce délire à plusieurs. Voilà. Je vous laisse juge. N'hésitez pas à poursuivre le débat en commentaire de cette vidéo. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et puis n'oubliez pas, laissez un petit pouce bleu, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Et puis vous pouvez devenir membre de la chaîne. Vous aurez en exclusivité de nombreuses vidéos, que ce soit les kinophilos, des analyses sur le cinéma et sur les séries avec le regard philosophique, ou d'autres pastilles comme celle-là, inspirantes je l'espère. À bientôt les amis.